Bonjour. En fait, je m'appelle Fofo. Je suis venu accompagner de certaines de mes amis ici. Mais avant de parler de mes témoignages, je dois d'abord parler de certains de mes amis. Je suis accompagné de deux de mes amis, que un vous connaissez bien, Joshua, qui est là le slamiste, je ne sais pas si ça se dit, le slameur. Le slamiste. Et mon frère Samuel, qui se trouve là, il va juste se lever. Donc on est des amis d'enfance en fait. Mais une chose que Joshua ne nous a pas dit, que quand il était venu ici témoigner, il ne nous a pas tout dit. Donc aujourd'hui, je vais un peu faire, comme on dit dans le jargon, je vais le balancer. On y a dans Fundae. Et pour ceux qui sont de la rue, je veux le chicken. Donc voilà. Donc il faut savoir que notre histoire commence, je commence d'abord pour mon histoire. Mon histoire commence en fait, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, j'étais un bon élève, fils de pasteur aussi. Très bon élève à l'école, tout allait bien. Et puis un jour, accompagné de mes amis, voilà, c'était la crise d'adolescence, nos parents nous ont bien éduqués. Nous avaient bien éduqués, et maintenant le problème c'est que on en voulait toujours trop. Donc quand on a nos parents nous donnaient de l'argent, c'était toujours oui, tiens, on voulait toujours trop pour soit se payer des baskets, donc suivre la mode quoi. Et puis un jour, j'étais accompagné de deux de mes amis. Je suis parti voir une amie, une cousine à moi. Et puis là, il y avait des personnes. Ces personnes étaient là. Ils nous ont vus, moi et mes amis. Et c'est la première fois que je me fais racketter. Donc ce jour-là, j'ai subi un traumatisme. Un traumatisme où encore, des fois quand je repense, je me dis, mais comment ça se fait que je me suis fait racketter à cette âge? Quand je repense, au moment, je me suis dit, non, j'étais vraiment trop bête, mais j'étais jeune aussi. Donc je me suis fait racketter avec mes amis. On s'est fait racketter, ils ont pris nos GSM, mon argent, et même nos chaussures, tout ça. Ce jour-là, j'étais traumatisé. J'ai pleuré chez ma mère. Ma mère m'a réconforté. Mais son réconfort ne me suffisait pas. Et puis à partir de ce jour-là, je me suis dit, plus jamais on va me racketter. Plus jamais. Comme eux, ils étaient en bande, moi aussi je vais créer ma bande. Et puis j'ai commencé à créer ma bande. J'ai commencé par la bande qui s'appelle KDD. KDD, ça veut dire Kaira Dederch. Donc, pour ceux qui connaissent le rap, c'était aussi un groupe de rappeurs. Donc il veut dire Kaira Dederch. Et puis à travers cette bande-là, j'ai rencontré mon ami qui est ici, Samuel. Donc j'ai pas encore rencontré mon frère Joshua. J'ai rencontré mon ami Samuel. On a commencé à recruter. On a recruté dans tous les quartiers. On a commencé à recruter, on était une histoire d'après, une histoire de 40. Et puis c'est là que ça a commencé. On a fait notre bande. Mais au début, c'était même pas pour qu'on aille se battre, non, c'est juste pour qu'on se protège entre nous. Mais le but c'était l'argent, les filles, tout ce qui suit quoi. Après qu'on a fait cette bande, première agression, j'ai fait ma première agression, on a vu qu'on faisait de l'argent facile, donc on s'est dit non, on va continuer dans ce domaine-là, puisque ça nous attire et nos parents, on ne va plus leur demander, c'est nous qu'on va leur donner maintenant. On a continué, on commence à avoir de l'argent, on commence à avoir du succès, des filles, tout ça. Et après, au fur et à mesure, les jours passent, les mois passent, on remarquait que les gens ne nous respectaient pas. Ils ne respectaient vraiment pas. Par rapport à une traite de gamins, vous êtes des petits, d'autres encore ils venaient, ils nous dépouillaient encore, mais pas moi, mais certains de mes amis nous dépouillaient encore, d'autres ne savaient même pas encore se défendre. Et puis, j'ai eu l'idée, avec mon frère Samuel, excusez-moi d'abord, donc là on a fait cette équipe, mon frère Joshua est venu dans notre bande KDD. Les mois sont passés, après moi et mon frère Samuel, on a décidé de dire non, KDD, les gens nous manquent de respect. Les gens, ils ont détourné notre nom, donc au lieu de nous appeler Kaira Dederch, ils nous appelaient Kaka double diarrhée. Donc vous voyez, quel manque de respect. On a dit ok, ça va. Vous nous appelez comme ça, c'est pas grave.
nous, on va se détacher de ces gens-là, des KDD, on va faire notre bande. C'est là que j'ai créé la bande MAF, qui veut dire Mafia Africaine. Donc à l'époque, c'était, on disait toujours black ceci, black cela, donc nous on a dit non, pas de black. MAF, toujours en référence au groupe de rap de l'époque, la Mafia Café qui cartonnait. Donc on a décidé de faire cette bande MAF. Donc j'ai créé cette bande, mon ami aussi était là avec moi, mon frère Samuel et mon frère Joshua aussi. Donc moi j'étais comme le créateur, mon frère Samuel était le leader et Joshua était on peut dire c'était le type qui recrutait, mais qui recrutait vraiment les têtes dures. Et parmi dans les KDD, on a repris des gens aussi qu'on estimait qu'ils étaient valables de nous suivre dans cette nouvelle aventure, quoi. Après qu'on a créé l'MAF, là on commençait à installer l'ordre. Les gens ne nous insultaient plus, on commençait à monter un niveau de violence, on commençait à avoir même des armes, des coups de couteau, des haches, des scies, on marchait avec un sac chaque fois, toujours avec nous. Quand on a créé cette bande, au début c'était juste pour que les gens nous respectent. Pour plus qu'ils nous appellent les KDD, caca double diarrhée, non, pour qu'ils nous respectent, pour qu'ils comprennent que nous, on n'est pas là pour blaguer. On s'est tellement fait humilier qu'aujourd'hui, maintenant, on n'est plus là pour blaguer. Après, on a commencé à nous respecter. On a commencé à nous respecter. Des aînés venaient chez nous, pour vous dire que même les aînés, donc les Nunjak, de l'époque, les Black Days, étaient beaucoup plus âgés que nous, ils venaient vers chez nous pour qu'on fusionne ensemble. Parce que tellement qu'on avait un degré de violence, ils ont tellement entendu parler de nous pour qu'on fusionne ensemble. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la majorité de mes amis, de ma bande, on habitait dans un quartier, moi j'habitais à l'époque au quartier Simonis. Mais on savait que si nous voulons un plus grand territoire, il fallait qu'on aille au quartier Port de Namur. Et Port de Namur et Simonis, c'est deux quartiers différents, c'est deux quartiers qui ne s'aiment pas. Et en sachant que aussi, dans notre bande, il y avait aussi des frères, que leurs frères étaient dans le quartier Port de Namur, et d'autres aussi dans le quartier Simonis. Donc on était tiraillés des deux côtés. Après, on a vite fait un choix. On a dit non. On a regardé là où il y a plus de violence, là où il y a plus de succès, là où il y a un plus grand territoire. On a décidé de traîner avec les gens de Port-Namur. Là, ceux qui dominaient un peu dans ce milieu-là. Après qu'on a commencé à traîner avec les gens de Port-Namur, des personnes qui m'avaient racketté, quand j'étais adolescent, je les ai revus. Et après, c'est venu qu'on peut dire mes confrères, dans le sens où on commençait à traîner ensemble, on commençait à faire, on avait les mêmes délires, tout ça. Donc on a commencé à traîner avec eux. Et puis là, c'est là qu'on a vu que ce côté-là, il y avait beaucoup d'argent à se faire. Donc on traînait à Matongué, on était là, on dînait, les femmes, on avait plusieurs voitures, le succès, on montait à la tête. Pour vous dire, même à l'âge de mes 20 ans, j'étais déjà millionnaire en francs belges. Pour vous dire, j'étais déjà millionnaire en francs belges. En francs belges, hein. Donc voilà. Donc voilà. Et puis, la violence continuait. Maintenant, moi, comme j'ai choisi mon camp avec certains de mes frères ici, on a choisi notre camp, on a décidé de traîner avec les gens de Port-Namur, mais on habitait toujours dans le quartier Simonis. Donc ce qui faisait que moi, pour que je rentre chez mes parents, je vais faire un long détour. Donc normalement, je vais prendre le métro, Simonis, je descends, j'arrive chez moi. Et là, je devais faire un détour, donc je vais passer par des petites rues, des sens interdits, mais tout ça c'était à pied parce qu'à l'époque, je ne savais pas conduire. Et puis le jour que ma mère nous a annoncé qu'on allait déménager, j'étais content. J'étais content, je me dis, ah ouf, au moins on déménage, je sais que c'est pas ici qu'on va me planter mon premier coup de couteau ou ma première balle, des trucs comme ça. Après, ma mère on a déménagé. La veille qu'on déménage,
La veille qu'on déménage, ces gens-là sont venus chez moi. Ils étaient une histoire de 60. Ils étaient une histoire de 60. Ils ont sonné chez moi, j'ai regardé par la fenêtre, je croyais que c'était mes amis. J'ai regardé par la fenêtre et c'est là que j'ai vu que non, aujourd'hui, si je ne défends pas ma famille maintenant, ils vont rentrer chez moi, ils vont tout détruire, ils vont faire du mal à ma famille. Donc je fais quoi? Soit je reste chez moi en les attendant, soit je descends, j'assume mes conneries. Mais Dieu est grand. Ce jour-là, Dieu a fait que ils ont eu peur. De quoi, je ne sais pas. Ils ont eu peur. Ils ont juste crié. Ils m'ont dit que on t'aura, t'inquiète pas, on t'aura, tu habites ici. Mais eux, ils ne savaient pas que moi, le lendemain, je partais. Ils ne savaient pas que le lendemain, moi, je prenais la fuite. J'ai fait, ok, ça va, pas de souci, on se reverra. Mais ma valise est déjà prête, au revoir. J'ai déménagé. C'est là que ma mère a décidé pour moi, parce qu'elle ne voulait plus que je reste à Bruxelles, elle a décidé de vivre en dehors de Bruxelles. Donc on est parti dans une petite ville qui s'appelle Jodogne. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est près de Wavre. On est parti là, et c'est là que j'ai connu ma première incarcération en étant que mineur. Première incarcération, je suis rentré, j'avais 17 ans, je suis rentré en IPPJ comme on dit. J'ai fait quelques mois, mais c'était, comment on peut dire, c'était des vacances scolaires, quoi. On n'apprend rien là-bas. J'apprenais rien, quoi. À part à faire la sieste, mais sinon, j'apprenais rien. Après, quand je suis arrivé à ma majorité, qui dit majeur, dit t'es permis de tout faire, quoi. Je suis arrivé à ma majorité avec mes amis, on était là. Maintenant, on faisait encore beaucoup plus de choses comme les personnes âgées, quoi. On fumait, on partait en boîte, donc on avait vraiment des délires, mais on était toujours bien armés et on avait toujours de l'argent dans nos poches. Parce qu'aucun de nous manquait toujours de l'argent. Parce que si tu manquais de l'argent, tu devais aller taper une agression pour que tu viennes avec nous. Ou tu devais faire un braquage ou je ne sais pas quoi. Mais tu devais toujours avoir de l'argent pour être avec nous et toujours bien habillé aussi. Et puis, on faisait notre argent, tout ça. Après, c'est là que vraiment les conflits ont commencé. Mes amis, j'ai un ami à moi qui s'est fait attaquer par un coup de scie. Donc il s'est fait scier. Et quand dans une bande tu touches un ami à toi, il y a des représailles. Les représailles veut dire que tu es prêt à donner ta vie pour ton ami ou à prendre une vie. Mais à cette époque-là, nous, on ne le voyait pas comme ça. Nous, on voyait que la vengeance, non. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Et puis, mon ami, on est parti voir l'hôpital, il s'est rétabli. Et c'est là qu'on a décidé, non, les couteaux, ça fait rien. Les scies, ça ne fait rien. Il faut aller beaucoup plus haut. On va prendre une arme. C'est là que mon frère Samuel est venu. C'est lui qui avait l'arme. Et puis c'est là qu'on est parti tirer sur les personnes qui ont fait du mal à nos amis. Donc gloire à Dieu, ce jour-là, il n'y a eu que des égratignures, mais il n'y a pas eu de mort, quoi. Après tout ça, donc, comme nous on les a tirés dessus, eux aussi, ils voulaient se venger. Donc c'était vice versa. C'était un cercle qui ne finissait jamais. Donc voilà. Et puis eux, ils ont aussi fait leur représailles. Et c'est là, ce jour-là, qu'ils m'ont eu, moi. C'est la première fois que je reçois un coup de couteau. Donc j'ai reçu un coup de couteau au niveau du bras. La première fois que je reçois un coup de couteau, j'étais vraiment choqué dans le sens où je me suis dit non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une vie pour moi? Est-ce que je dois continuer comme ça? Pourquoi j'ai créé cette bombe? Pourquoi? Mais ma raison m'a pris, m'a dit non, je ne peux pas laisser mes amis parce que c'est moi qui les ai recrutés, c'est moi qui a commencé tout ça. Et si je les lâche, ils vont me traiter de traître. Donc je peux pas, je dois continuer jusqu'à la mort. On peut dire que c'était un peu un pacte qu'on avait fait entre nous, quoi.
puis c'est là que mon frère Joshua aussi intervenu. Mon frère Joshua à l'époque, très dangereux, hein, faut pas le voir comme ça. il est jeune. Entre nous, franchement, entre nous, c'était moi le plus gentil. Sincèrement, c'était moi le plus gentil. J'ai dit aujourd'hui, je vais balancer. Donc voilà. C'est là que mon frère Joshua, on était des mères, on était toujours ensemble, nous trois, on était toujours ensemble, donc on comptait toujours sur nous. Quand on touche à l'autre, je savais que non, j'avais mon gars sûr, comme on dit. J'avais mon gars sûr, mon frère Joshua, mon frère Samuel. Mon frère était là, il a dit non, lui c'était un colérique à l'époque. Non, c'était mon pote, on ne peut pas laisser comme ça, il faut qu'on aille là-bas, il y en a un qui doit partir, je ne sais pas quoi. Je fais calme-toi frère, parce que moi je raisonnais toujours, je pensais toujours une stratégie. Au lieu d'aller comme ça, sans stratégie, sans... Voilà. Et puis, c'est là que mon frère Joshua est venu. Ils ont entendu que je sors de l'hôpital. Après, c'est nous qu'on est partis faire nos représailles. Et ce jour-là, on n'a attrapé personne, mais ils ont couru. Ils ont couru, ils nous ont appelé la police. Et puis heureusement, ce jour-là, personne ne nous a arrêtés. Et puis on a laissé passer l'histoire. Mais on s'est toujours dans la tête que le jour viendra, on attrapera un. Et puis, les jours passent, les mois passent, on n'attrape personne. On ne sait même pas où ils sont, on demande s'ils ont disparu, je ne sais pas quoi. Comme on n'attrapait personne, on a dit non. Maintenant, comme ils ne veulent pas se montrer, on va aller chez eux dans leur maison. Peu importe qui on voit, mère, père, soeur, frère, premier qui vient, on tape. Vous pouvez rigoler, mais ce jour-là, je ne suis pas fier de moi de dire ça, mais on a tapé une mère. On a tapé une mère qui n'avait rien à voir. Son fils après s'est manifesté. Lui aussi était énervé de voir qu'on s'est pris à sa mère. Mais non, au moment des faits, nous on s'en foutait parce qu'on voulait juste faire du mal à ces gens-là. On voulait juste faire du mal à ces gens-là. Après, quand on s'en pris à leur mère, c'est là que vraiment les problèmes ont vraiment commencé vraiment dans nos vies. Et puis maintenant on s'est dit non, comme on s'attaquait à leur mère, on a dépassé les limites. Maintenant ça va être vraiment les problèmes. Les jours passent, on en rencontre toujours un, on est là, on le met un coup de couteau, il va à l'hôpital, et puis l'autre, il m'attrape, mon deuxième coup de couteau, après il m'attrape, j'ai un coup de marteau, donc mon corps est rempli de cicatrices. Mon corps était rempli de cicatrices à cause de tout ce que j'ai subi. Mais chaque fois c'était un vice-versa. Donc quand ils m'attrapaient, quand ils attrapaient le frère Joshua, ils attrapaient mon frère Samuel, on devait toujours se venger parce qu'on ne pouvait pas laisser ça. C'était impossible de laisser ça. Et puis un jour, c'est là qu'il y a eu le premier mort. Un jour, on était sorti en boîte. On est sorti en boîte. Et j'étais avec mes amis de Port-Namur. Donc comme on faisait partie du quartier de Port-Namur, on traînait avec un peu les grands, les petits, les moyens, tout ça. Et puis ce jour-là, il y a eu un premier mort de leur côté. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune qui s'appelle Lionel. Ce jour-là, il sortait en boîte, il venait de fêter sa réussite. Il venait de signer un contrat en CDI il avait un nouveau boulot. Il est sorti en boîte avec ses amis. Et maintenant, moi ce jour-là, je l'avais croisé. On s'est embrouillé. Il voulait me pointer, il voulait me mettre un coup de couteau, mais bon, je me suis enfui. Après j'ai dit, ok, attendez, moi j'arrive, je reviens. Comme vous faites les malins, moi je reviens. Ce jour-là, après, quand je suis revenu, j'ai vu que mes amis, ils étaient déjà chargés de lui, donc le type était raide mort. Et puis chaque fois quand je rentrais à la maison, je repensais à ce type-là, je me dis, ah, on s'est vu, on s'est parlé, même si on ne s'entendait pas, mais il ne méritait pas la mort. Pourquoi il ne méritait pas la mort? Parce qu'il était influencé par l'esprit du malin. Il était influencé par l'entourage, son entourage. Mais je me suis dit non, il ne méritait pas. Mais il n'y a que Dieu qui sait pourquoi.
Après, quand il y a eu ce premier mort, on a tous déserté, d'autres ont fui, d'autres sont partis je ne sais pas où, on a tous déserté. Après, ça s'est un peu calmé. Après, ces gens-là, ils sont venus à Port de Namur. Donc en plein Port de Namur, il y avait des tirs, il y avait des coups, il y avait vraiment des mères qui pleuraient, des enfants qui étaient par terre. Et c'était vraiment le chaos. Après tout ça, ça s'est encore calmé. Maintenant, je me suis dit dans la tête que non, moi, ces histoires de bande, coups de couteau, tout ça, c'est fini, je vais arrêter. Je peux mettre ça de côté. Maintenant, je pensais plus à moi, à faire plus d'argent, afin que je puisse m'en sortir et partir de ce quartier. Puis c'est là que j'ai décidé un peu d'arrêter un peu toutes ces histoires de banque, tout ça. Je me suis mis à faire de l'argent. Et puis pendant cette époque-là, mon frère Samuel était déjà en prison, il était déjà incarcéré. Et mon frère Joshua, il avait déjà trouvé la voie de l'Éternel. À cette époque-là, maintenant, j'étais en plein matongué, j'étais tout le temps matongué, en train de vendre de la drogue, en train de vendre de la coke, en train de faire des magouilles avec des notaires, tout ça. Et quand je vous dis que j'avais beaucoup d'argent, j'étais vraiment riche, je peux dire. En francs belges, bien sûr. Puis voilà, j'ai trouvé une copine. J'avais une copine à l'époque où ça allait bien, tout marchait bien. Je l'ai présentée à mes parents. Tout allait bien. Après, c'est là que j'ai connu la prison. Première fois en prison, quand je suis rentré en prison, je suis rentré parce que ils m'avaient condamné pour des faits que je n'avais pas commis. Des faits très graves. Donc ils m'ont condamné pour des faits de viol. Que je n'étais même pas là, je ne l'avais pas commis. C'est une jeune fille qui s'est trompée. Mais gloire à Dieu, j'ai été acquitté pour ça. Donc c'est ma première prison, j'ai fait 3 mois. En étant jeune, comme ça, je voulais voir c'était quoi la prison. Et franchement, ça m'a pas fait peur. Au contraire, ça m'a encore motivé que si je retourne en prison, je sais que j'ai mes amis là-bas. Donc voilà. Donc le bonheur m'attend aussi là-bas. Ah oui, c'est bon ça, parce que nous, la prison, on s'en foutait. Et puis voilà, je suis retourné à Port Namur, encore en train de dealer. Boum, deuxième incarcération. Mon père était venu me voir. Mon père était pasteur. Il vient me voir. Mon père n'arrivait pas à pleurer, quoi. Mais il me disait, mon fils, t'inquiète, je serai là pour toi. J'ai dit, fils, elle a venu te voir, mais t'inquiète, je serai là pour toi. T'es mon fils, tu resteras mon fils. Ma mère était là, elle pleurait, les mamans toujours sensibles. Elle était là, voilà quoi. J'avais plus peur de ma mère que de mon père. Parce que voilà, elle était là, elle disait, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce que le bon Dieu m'a fait, que tu fasses des trucs comme ça. J'ai dit, non, maman, calme-toi, tiens, doucement, moi, tout se passe bien. Ouais, mais t'es en prison, mais tout se passe bien. Je suis ici, je suis bien, je suis en pleine forme, regarde, j'ai des muscles, j'ai des locks. Mes amis sont là, on se plaint pas, tu vois, on rigole. On rigole. Faut pas pleurer, on rigole. On dit, ok, ça va. Et puis, je suis sorti là, j'ai encore rien compris. Je recommence encore. Ben, je recommence. Bon, 3e fois maintenant. Là, mon père était décédé maintenant. Maintenant, qu'est-ce que maman va encore me dire? J'ai dit à maman, je l'ai appelé maman, je suis en prison. J'ai dit, maman, s'il te plaît, je sais que j'étais déjà assez fait souffrir comme ça. Ne viens pas me voir, s'il te plaît. Parce que cette fois-ci, je suis là pour un bon bout de temps. Ma mère a dit, non. Malgré les erreurs, je vais te soutenir. Malgré les erreurs, je serai toujours à tes côtés. Comme Christ, il est pour moi. J'ai fait, ok, merci. J'étais en prison à Forêt. J'avais ma copine, ça faisait 3 ans qu'on sortait ensemble. Je l'avais laissé tout mon argent parce que chez moi, ma maison était saisie, mes biens étaient saisis, tout était saisi, même mes habits, tout. Donc j'ai mis tous mes biens chez ma copine de l'époque. Et puis j'ai fait 2 mois de prison, elle m'a quitté.
après 2 mois de prison, on a fait 3 ans ensemble. Après 2 mois de prison, elle m'a quitté. Elle est partie avec tout mon argent. Donc ce qui faisait que je ne savais même plus payer mon avocat. Je ne savais même plus me nourrir. Je ne savais plus rien faire. Même souvenir aux besoins de ma famille, je ne savais plus rien faire. Et puis c'est là qu'en prison, j'ai continué encore à dealer. Pour pouvoir payer mes frais d'avocat, pour pouvoir aussi me manger ma télé, tout ça. Après que j'ai vu en prison que c'était difficile de faire entrer les histoires, j'ai fait non, j'arrête. Ça, c'est une vie, je ne veux plus. Si je dois changer, c'est à partir d'ici, c'est pas à partir de l'extérieur. J'ai commencé là, c'est là que j'ai commencé à prier. Je fais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai besoin de toi maintenant. Change ma vie à cet instant-là. Je suis derrière les barreaux, mais rends-moi digne, Seigneur, quand je sortirai, que ta gloire se manifeste en moi. Et que ta puissance, Seigneur, me régénère. Les mois passent, les années passent. J'en avais marre, j'ai plus envie de savoir de la prison. Même mes amis avec qui j'étais au début, ils voyaient que j'étais en train de déprimer. Pourquoi? Parce que je n'avais plus rien. Tout ce que j'avais eu à l'extérieur, ça prouve que c'était vanité. Tout ce que j'ai fait, tous les biens mal acquis, ça prouve que c'était vanité. Parce que tous mes biens, je ne peux même pas les placer à la banque. Parce que c'était de l'argent sale. Donc j'ai tout perdu. J'avais plus rien à manger, plus rien. J'avais maigri, ma copine m'a quitté. Ma mère qui pleure, mon petit frère qui me demande. Donc je devenais fou. Je devenais vraiment fou. En plus avec les problèmes de la prison, tu dois te défendre. Il y a des clans là-bas, tu dois te défendre. Donc voilà. Tout ça, ça m'entourait, je devenais fou. Les mois passent, les années passent. Ça passait lentement. Je dis, faites vite que je sors d'ici, comme ça, on va pouvoir. Cette vie, je n'en veux plus. Quand je sortirai, je dirai à mes amis, écoutez-moi, j'ai trop pris, j'ai trop goûté. Dieu m'a toujours épargné de la mort, cette fois-ci, j'arrête. Et puis voilà, le jour est arrivé où on m'annonce que non, monsieur, bientôt vous êtes libéré par bracelet. J'ai fait gloire à Dieu, parce que normalement, je devais faire 1 année de prison, mais j'en ai fait 3. Donc c'est après 2 ans qu'ils ont décidé de me libérer. C'est là que je me suis dit, non, si je sors d'ici, même mon bracelet, tout ça c'est fini, j'arrête. C'est plus une vie pour moi. J'ai 26 ans, à l'époque j'avais 26 ans. À l'époque j'avais 26 ans, j'ai dit non, si je dois être un exemple pour mon petit frère qui à l'époque avait 7 ans, je ne peux pas vivre comme ça. Il faut que je lui montre l'exemple. Il faut que je sois un père pour lui parce que mon père n'était plus là. Donc voilà, je suis sorti en bracelet. J'ai encore revu mes amis, et sans me réintégrer dans le quartier, quoi. Et puis voilà, c'est là que ma vie commence vraiment. Je ne priais pas, hein, donc toutes les prières que j'ai fait en prison, j'avais déjà oublié. Parce que là j'ai goûté la liberté, les snacks, donc les snacks, les touroums, tout ça. Donc c'est des choses que, franchement, c'est des petites choses, mais quand tu sors, tu dis waouh, franchement, c'est merveilleux. Et c'est vrai. Et quand vous voyez même la façon, quand je m'habille, même un simple jean, simple t-shirt, je me dis non, waouh, je suis quand même élégant. Parce que là-bas, c'est des tenues comme les frères Dalton. Donc voilà, je dis, waouh, je suis quand même élégant quand même. Un beau gosse comme moi. Franchement. Et voilà. Et puis c'est là que ma mère m'a amené dans son assemblée. On a prié pour moi, mais je dis, maman, laisse-moi d'abord en profiter. Après, on va prier. Maintenant, c'était là, j'étais un homme à femme maintenant. Donc j'avais des colères sur les femmes. Je ne croyais même plus aucune femme, tellement qu'elle m'a trahi, donc je ne croyais même plus à la femme. Je sortais avec des femmes, je sortais avec des filles, gauche, droite, tout ça. Après le jour, j'ai trouvé une seule femme qui m'a titillé, qui m'a dit franchement, toi je te vois avec moi. Je dis ah bon, bah ça va alors. Je sais pas alors. Et c'était une femme qui était donc on faisait la même formation. Et puis voilà, on a commencé.
commencé à sortir ensemble, et puis ça commençait à être du sérieux, du sérieux, du sérieux. Mais moi, je faisais que la tromper. Je faisais que la tromper. Et puis un jour, elle m'a dit, je l'ai quitté, mais elle m'a dit, non, moi et toi, on est fait pour ensemble, on est fait pour être ensemble. Je veux prier pour toi, pour que Dieu te délivre de ce que tu as et qui prenne tes fardeaux. Je prie à toi, hein. Moi, personnellement, Dieu, voilà quoi. Elle a commencé à prier pour moi. Elle a commencé à prier pour moi. Et puis un jour, mon oncle des États-Unis, il a appelé ma mère. Chaque fois que mon oncle appelait ma mère, moi, je voyais son numéro, parce que je sais qu'il était pasteur. Je voyais son numéro, je le donnais à ma mère. Mais ce jour-là, je me suis dit, non, je vais quand même le répondre. Il m'a dit, tu as bien fait de me répondre. Trouve une place dans la maison de ta mère où il y a du calme. Tu vas, agenouille-toi et confesse que Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Je l'ai fait et je vous dis la vérité. J'ai vu et j'ai ressenti l'Esprit de Dieu descendre sur moi. C'est à partir de ce jour-là que je me suis reconverti. C'était en 2013, en juillet. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur moi, comme la colombe est descendue en Christ. Je l'ai vu comme je vous vois. Et puis, j'ai appelé mon ex, ma copine, j'ai dit, excuse-moi, franchement, de tout le mal que j'ai fait, j'ai fait une erreur, on est ensemble. Après, c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre les enseignements chrétiens. J'ai commencé à suivre la parole de Dieu. C'est là que je vois maintenant que le changement a commencé à opérer dans ma vie. Toutes les choses que je faisais avant, je les ai pris en dégoût. Donc je n'avais même plus plaisir à faire du mal aux gens. Toutes mes infidélités, je les réprimais. Donc je le prenais en dégoût. Tous les mensonges que je disais sur les gens, je ne le faisais plus. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait brisé à ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que non, mon Dieu à moi était puissant. Il m'a toujours protégé. C'est pour ça quand je lis dans le verset de 1 Jérémie 4 à 8, la Bible me dit que il m'avait déjà déclaré prophète des nations depuis le ventre de ma mère. Que ce moment ici, je devais vous le déclarer pour vous dire que le Seigneur, malgré les étapes, malgré les difficultés, malgré les oppressions, il est toujours là à côté de nous. Il est toujours là à côté de nous, mes frères. Vous savez, j'ai connu la mort plusieurs fois. J'ai connu la mort plusieurs fois. Mais j'étais protégé par le gilet pare-balles de mon Dieu. Amen. Vous savez, j'ai connu la maladie, le sida plusieurs fois. Mais mon Dieu m'a protégé de son gilet pare-balles. Si aujourd'hui je vais vous parler de ces témoignages, c'est pour vous dire que l'Éternel est très 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 puissant. L'Éternel que je loue, que vous louez, ce Dieu-là, c'est un Dieu de miracles. Ce qu'il a fait pour moi, et il est encore en train de faire pour moi, franchement, rien n'est comparable. Je suis content d'avoir souffert parce que la gloire qui m'attend n'est pas comparable à ça. Ah ouais. Voilà. Je vous remercie. J'espère que je vous ai édifié. J'espère que si vous voyez un jeune dans la rue que vous connaissez, parlez-le de mon histoire, parlez-le de l'histoire de mon frère Joshua et moi, et mon frère Samuel. Ça peut peut-être le sauver. Parce qu'il faut savoir que quand tu fermes ton cœur, Dieu n'est pas un Dieu qui rentre par force. Il faut que tu l'ouvres ton cœur. Moi, mon père était pasteur, ma mère priait beaucoup pour moi. J'ai fermé mon cœur. Mais comme depuis le ventre de ma mère, il m'avait déclaré prophète des nations. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sauvé. Et ça, c'est une grâce. Aujourd'hui, s'il ne m'avait pas déclaré prophète des nations,
Mais bien aimé, aujourd'hui, je ne serai pas là auprès de vous en train de vous parler. Je ne serai pas là auprès de vous en train de vous parler. C'est pour ça que chaque fois, chaque jour, je remercie mon Dieu de m'avoir sauvé. Comme je vous dis, mieux vaut souffrir maintenant. Parce que la gloire qui nous attend n'est pas comparable. Je vous remercie. Amen.